Bonjour. La question que j'ai posée, c'est un peu de ma faute, est une question assez complexe, c'est-à-dire le rôle de l'accumulation primitive aujourd'hui. Et comme vous le savez, cette question est au centre de quelques débats, notamment celui introduit par David Harvey dans le Nouvel Impérialisme, puisqu'il a proposé de modifier le terme en parlant plus d'accumulation primitive, mais d'accumulation par dépossession. Alors, je vais essayer d'historiciser la question de l'accumulation primitive en prenant tout d'abord un bref rappel pour celles et ceux qui ne seraient pas familiarisés avec les hypothèses de Marx, c'est-à-dire très brièvement, et vous m'excuserez d'aller vite sur ce point, parce que sinon ça serait au détriment des périodes ultérieures, qu'est-ce que Marx entendait par l'accumulation primitive? Ça sera ma première partie. Ma deuxième partie, ce sera d'essayer de comprendre ce que l'accumulation primitive devient pendant les périodes historiques du capitalisme. Essentiellement, je distinguerai la période du libre-échange ou dite du libre-échange, on verra que c'est plus compliqué, et la période de l'impérialisme. Et troisième partie, je discuterai donc de l'accumulation primitive aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser, et les questions posées par Harvey avec les doutes que je peux avoir sur certains aspects. Voilà, donc trois parties. J'essayerai de cerner ces trois aspects dans le temps qui m'a été imparti. Donc tout d'abord, Marx sur la naissance du capitalisme. Vous savez tous, ou en tout cas ça se sait, que Marx a traité longuement de la naissance du capitalisme dans une partie à part entière, la huitième section du premier livre du Capital. C'est assez connu, c'est souvent présenté comme le texte le plus facile à lire. Certains conseillent de lire ça avant d'autres parties du Capital. Donc en général, tout le monde a une idée de cette fameuse huitième section avec les différents chapitres qui concernent l'accumulation primitive du capital. Bon, Marx a aussi parlé de l'accumulation primitive dans le livre 3 du Capital. Il en a parlé dans les Grundrisse, et faire le repérage de l'ensemble de ses propos permet d'ailleurs de voir certaines tensions, certains doutes, certaines contradictions par rapport à cette accumulation primitive. Alors, tout d'abord, il faut partir de l'idée que Marx a repris le terme d'accumulation primitive à Adam Smith, qui lui-même parlait de previous accumulation, qu'on pourrait traduire par accumulation préliminaire, nécessaire à la division du travail et à l'élévation de la productivité du travail pour Adam Smith. Marx avait traduit ce terme par ursprüngliche Akkumulation, en allemand accumulation originelle, si on peut tenter une traduction. Et la traduction de Smith par Marx comme ursprüngliche Akkumulation est devenue par la suite en français et en anglais primitive, accumulation primitive. Donc il y a une espèce de confusion, d'approximation dans les traductions qui peuvent avoir leur importance, mais je le signale simplement. Déjà, on voit que l'effort de Marx de faire référence à Smith, de partir de cette idée fondatrice de l'économie politique classique qu'il avait fallu une accumulation primitive, originelle, pour lancer l'accumulation élargie capitaliste, ou en tout cas la division du travail, l'élévation de la productivité du travail. Cette idée, Marx avait voulu s'inscrire dans la continuité, mais aussi dans la critique de cette notion, puisqu'il ajoutait, et vous l'avez sans doute remarqué, la soi-disant accumulation primitive, ou la soi-disant accumulation originelle. Alors que venait faire ce terme de soi-disant? C'est que pour Marx, l'accumulation primitive telle que la concevait Smith partait sur une fausse hypothèse, c'est-à-dire que, grosso modo, les producteurs les plus assidus, les producteurs les plus économes avaient épargné la masse critique nécessaire
de capitaux, de stocks, comme disait, d'actifs, comme disait Smith, nécessaires à la division du travail sur une large échelle et le développement des manufactures. Donc Marx disait soi-disant accumulation primitive parce que l'explication de l'accumulation primitive par Smith ne convenait pas du tout à Marx et je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Alors, tout d'abord, et c'est là que j'arrive à la vision de Marx, je l'exprimerai en 10 points pour faire les choses de manière un peu systématique. La première, c'est que effectivement, et c'est peut-être le seul point que Marx reprend à Smith, il est nécessaire d'avoir une masse critique de capitaux, une accumulation originelle, primitive, tout ce que vous voudrez, pour pouvoir engager le processus de l'accumulation capitaliste. Bon, donc là, il y a un point d'accord, mais il est extrêmement restreint, la nécessité d'avoir cette masse critique. Deuxième élément, la première divergence tout à fait fondamentale entre Marx et Smith, c'est que pour Marx, cette accumulation doit se réaliser en dehors du procès de production. Cette accumulation primitive se réalise en dehors du procès de production, par l'échange de marchandises ou par l'usure, le prêt à intérêt, mais pas au sein du procès de production. Donc ce ne sont pas les producteurs économes, assidus, tout ce que vous voudrez, la fourmi de la fable de La Fontaine, qui constituent l'épargne nécessaire à l'accumulation capitaliste, c'est ailleurs, c'est dans le commerce, c'est dans le prêt à intérêt et c'est dans le pillage des sociétés et des producteurs pré-capitalistes. Donc évidemment, c'est tout à fait différent et cette idée-là, qui contient l'idée de la violence dans l'accumulation primitive, est importante tout au long du traitement de cette notion par la suite. Troisième élément, Marx distingue deux phases dans l'accumulation primitive. Une première phase très très longue, qui dure depuis un certain développement des sociétés agricoles et qui procède essentiellement par, comme je l'ai dit, la circulation des marchandises et la circulation de l'argent et qui permet très lentement la constitution de capitaux en dehors de la sphère de production. Mais il dit dans la même mesure qu'il y a eu une seconde phase révolutionnaire, rapide, brutale, qui a le monde pour théâtre, donc qui se réalise à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et il cite bien sûr la banque moderne, la bourse comme ses leviers principaux, l'affermage des impôts, la dette publique, les grandes sociétés commerciales par action, les monopoles du commerce notamment colonial, la colonisation elle-même, le pillage du trésor des Amériques, la traite négrière, l'esclavage. Donc, on sent immédiatement que l'expansion de l'économie atlantique a été un élément clé dans cette deuxième phase de l'accumulation primitive. Et ici, dans la deuxième phase, la violence prend un caractère fondamental. Il ne s'agit plus d'échanges où on duperait le partenaire commercial, il ne s'agit plus d'un prêt à intérêt où on ponctionnerait l'emprunteur, mais il s'agit le plus souvent de violence, de pillage, de soumission de populations vivant dans des économies précapitalistes. Cinquième élément, le passage de la phase 1 à la phase 2, de la phase lente de l'accumulation primitive qui existe depuis des centaines d'années, voire des millénaires, depuis que les sociétés agricoles ont été suffisamment développées. Le passage de cette phase 1 à la deuxième phase qui s'étend essentiellement de la fin du 15e jusque, et là on va mettre un point d'interrogation, mais tant qu'on est avant la révolution industrielle, disons, en tout cas, cette phase 2 de l'accumulation primitive, le passage de l'un à l'autre
il y a un élément de transition qui a été étudié, qui est intéressant, c'est les croisades. Fin 11e, fin 13e, je vous rappelle, les croisades représentent une première offensive occidentale autour des villes italiennes pour capter des richesses importantes de manière violente venues d'Asie, du continent asiatique. Donc les croisades jouent un rôle pivot entre la première et la deuxième phase, l'essor des villes italiennes. Dans la deuxième phase, il y a un élément qui se rajoute, c'est de manière déterminante, c'est plus, comme vous pouvez l'imaginer, disons au niveau intuitif, accumulation du capital, on voit l'accumulation des ressources nécessaires à l'accumulation capitaliste. Non, dans la seconde phase de l'accumulation primitive, Marx insiste énormément, non plus sur les conditions économiques du démarrage de l'accumulation capitaliste, mais sur les conditions sociales, c'est-à-dire la séparation des producteurs de leurs conditions de vie naturelles et de leur outil de production. Donc cette séparation a été rendue possible, et il le dit de manière assez claire, par cette accélération brutale de l'accumulation primitive. Donc il y a quelque chose là de tout à fait décisif dans cette première forme de mondialisation qui a été l'expansion européenne et le développement de l'économie atlantique, c'est la séparation du producteur de ses moyens de production. Bon, donc, on réalise bien qu'il y a deux volets dans le concept d'accumulation primitive. Il y a un volet qui est accumulation et il y a un volet qui est dépossession. Et donc, renommer le terme accumulation primitive comme accumulation par dépossession, c'est une chose qui me paraît relativement justifiée, correcte, intéressante. C'est pas trahir les présupposés de Marx. Marx était parti de la volonté de s'ancrer dans la formule de Smith, mais il l'a tellement modifié, tellement retravaillé, tellement transformé que finalement le terme accumulation par dépossession me paraît plus efficace pour montrer la combinaison de l'accumulation et de la dépossession. Ceci d'autant plus que Marx semble donner plus d'importance à la dépossession qu'à l'accumulation. Et que par cela même, il répond à l'objection de certains historiens qui ont dit, comme Paul Béroc par exemple en 1963 dans Révolution industrielle et sous-développement, c'était mon prof donc je me souviens bien parce qu'il me répétait tout le temps ça, même Fidel Castro d'ailleurs l'a repris en citant Béroc, qu'au début de l'industrialisation, il suffisait de peu de capitaux pour installer un actif derrière une machine à filer, une machine à tisser, et que finalement, Béroc disait en 1800 en Angleterre, 5 mois de salaire d'un ouvrier qualifié anglais aurait permis d'installer un ouvrier derrière une machine. Je pense qu'il sous-estime un petit peu le montant, mais disons, allez, 6 mois, 8 mois. Ça paraît pas impossible pour un petit producteur chanceux d'accumuler suffisamment de ressources pour lancer une entreprise industrielle en 1800 en Angleterre. Donc, en insistant trop fortement sur l'accumulation des gigantesques trésors issus de la colonisation, de la traite négrière, etc., on faisait un peu l'impasse sur la possibilité, en tout cas au tout début, de démarrer une entreprise capitaliste avec une accumulation relativement réduite. Mais cette entreprise n'aurait pas pu démarrer, ou ces dizaines d'entreprises, ces centaines d'entreprises n'auraient pas pu démarrer si massivement les travailleurs n'avaient pas été forcés de vendre leur force de travail aux détenteurs du capital industriel. Par ailleurs, mais je n'allonge pas, il est bien évident que dès qu'on se déplace dans le temps, vers 1820, 1830, 1850, encore beaucoup plus après la deuxième révolution industrielle, l'accumulation de capitaux nécessaires pour lancer l'accumulation capitaliste, l'accumulation par dépossession nécessaire est beaucoup plus importante. Mais pour le moment, ce n'est pas notre débat ici, donc je n'en parlerai pas
dans cet exposé. Bon, j'aimerais rajouter, je ne sais pas si j'ai systématisé mes 10 points, mais vous essayerez de vous y retrouver. Donc, j'indique, disons, fortement que l'accumulation par dépossession, l'accumulation primitive, c'est les deux volets de les deux faces de cette même médaille qui est accumulation et dépossession. En réalité, joue aussi un facteur politico-institutionnel, très vite, un facteur politico-institutionnel qui est en quelque sorte l'agent de liaison entre l'accumulation des capitaux et la dépossession des travailleurs. Il y a une sorte de liaison nécessaire parce qu'il n'est pas nécessaire que l'accumulation des capitaux débouche, l'accumulation primitive, l'accumulation par dépossession, débouche pas nécessairement sur l'accumulation capitaliste. De même, la séparation des travailleurs de leurs moyens de production ne débouche pas forcément sur l'industrialisation, comme l'histoire du tiers-monde l'a amplement montré par la suite. Donc, il manque un agent de liaison entre les deux facteurs, qui est un agent politique. Et même en Angleterre, le rôle de l'État n'est pas négligeable dans l'engagement du processus de la révolution industrielle, mais évidemment, il est beaucoup plus important par la suite en France, beaucoup plus important encore en Allemagne, et évidemment de manière tout à fait déterminante au Japon. Donc si on prend les processus d'accumulation capitaliste qui ont eu lieu historiquement, le rôle de l'État comme agent de liaison entre accumulation primitive ou par dépossession et dépossession, eh bien cet agent de liaison étatique, institutionnel, joue un rôle décisif. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être le droit, protection de la propriété privée, de la liberté d'entreprise, la force armée, les protections douanières, etc., etc. Vous avez toute une enveloppe politico-institutionnelle qui est importante. Dernier élément, on pourrait penser, c'est là évidemment le cœur de la discussion pour la suite, qu'en parlant d'accumulation préalable, originelle ou primitive, Marx pensait à une période antérieure, révolue, d'un capitalisme embryonnaire. Alors, il y a un certain nombre de passages dans les Grundrisse et même dans le Capital qui peuvent faire penser que c'était bien la vision de Marx. Mais on peut trouver autant de citations qui peuvent faire penser que Marx réalisait effectivement que cette accumulation par dépossession se poursuivrait parallèlement à l'accumulation capitaliste. Donc, on ne va pas faire une étude marxologique en prenant citation contre citation. D'ailleurs, je crois que d'autres l'ont fait et on arrive un peu à une impasse. Il faut essayer de réfléchir en se plaçant dans le cadre d'une vision marxiste du développement du capitalisme, à réfléchir si effectivement l'accumulation par dépossession devait continuer ou s'arrêter brutalement avec l'accumulation capitaliste. L'accumulation capitaliste, vous le savez tous, c'est l'accumulation de la plus-value par l'exploitation du travail. Donc, évidemment, l'accumulation capitaliste, elle est au sein du processus de production. C'est d'ailleurs la principale découverte de Marx dans le prolongement de l'économie politique classique, c'est d'avoir découvert, montré, expliqué comment, dans le processus de production, le capital arrive à utiliser la force de travail, cette marchandise particulière, qui a comme valeur d'usage de produire de la valeur supplémentaire. La force de travail, c'est la poule aux œufs d'or, elle produit une valeur supplémentaire par rapport au coût auquel on l'achète. Si vous achetez quelque chose qui vous produit de la valeur supplémentaire, c'est magnifique. Il faut disposer de cette main-d'œuvre obligée de se vendre, enfin de ces travailleurs obligés de vendre leur force de travail et du capital nécessaire pour investir. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez accumuler des richesses
dans le processus de production, sans recourir fondamentalement à la duperie, sans recourir fondamentalement à l'usure, sans recourir fondamentalement à la violence politique. Et donc, un processus automatique, apparemment vertueux d'accumulation se met en place, qui devrait, logiquement, prendre le dessus très rapidement par rapport au mécanisme de l'accumulation par dépossession, qui va continuer logiquement. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête brutalement, mais l'idée d'un dépérissement progressif de l'accumulation par dépossession était sans doute une hypothèse que Marx avait au moment où il écrivait, en tout cas, le livre 1 du Capital, où il travaillait, disons, l'essentiel de ses travaux, c'est à la fin des années 50, 1858, disons, en gros, pour donner une date, même si le premier livre du Capital est publié en 1867. Donc, dans cette période-là, Marx pense probablement à une poursuite, mais comme phénomène subordonné, subalterne de l'accumulation par dépossession. Bon, il serait intéressant, je pense que d'autres le feraient mieux que moi, d'essayer de voir tout ce que les marxistes, immédiatement après Marx, ont dit de l'accumulation par dépossession. Par exemple, on pense à Lafargue, on pense à Kautsky, à d'autres. Qu'est-ce qui a été dit sur l'accumulation primitive, l'accumulation par dépossession, sa poursuite dans le processus de développement du capitalisme? Ça ne sera pas mon objectif ici. Il y a un assez bon livre qui a été en tout cas stimulant, intéressant, qui a été écrit par Michael Perelman, The Invention of Capitalism, l'invention du capitalisme, qui n'est pas traduit en français, publié en 2000, et qui essaye de discuter de ce concept d'accumulation primitive en partant de Marx. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie, j'espère que je n'ai pas été trop long pour la première, consiste à dire qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'accumulation. Je vais maintenant parler d'accumulation par dépossession. Vous comprendrez que je parle de la même chose que si je parlais de l'accumulation primitive. Qu'est-ce qui se passe dans le capitalisme historique, dans le développement du capitalisme à l'échelle mondiale à partir de la révolution industrielle? Alors, je vais séparer deux périodes. La première qui est celle du capitalisme de libre concurrence. J'ai dit, faisons attention avec ce capitalisme de libre concurrence. C'est aussi le capitalisme de la canonnière, avant l'impérialisme. C'est aussi un capitalisme qu'on a parfois appelé l'impérialisme du libre-échange. Donc, il ne faut pas prendre le libre-échange comme quelque chose d'absolu. Il y a déjà des pressions très fortes de type impérial qui s'exercent dans cette période du capitalisme. C'est dans cette période qu'on prend conscience, on commence à prendre conscience de la formation de ce qu'on a appelé par la suite le centre et la périphérie du système capitaliste. C'est avant l'impérialisme, on commence à prendre conscience de la bipolarisation du capitalisme, du système capitaliste mondial entre centre et périphérie. Alors, Marx et Engels sont les théoriciens du capitalisme naissant et du capitalisme mature dans un seul pays, l'Angleterre. On pourrait dire que Marx est le théoricien du capitalisme dominant dans un seul pays. Il dit à plusieurs reprises, je n'ai pas pris la France parce que le capitalisme s'y déplace dans un monde encore dominé par la production paysanne. Donc c'est des modèles, disons, immatures de capitalisme. Bon, en même temps, Marx, à partir de la fin des années 60, au moment où il boucle le premier livre du Capital, il va commencer à réfléchir très vite à la projection internationale du capitalisme. Et il va commencer à hésiter sur une série de questions. Je pense que c'est assez clair. Il y a deux pistes de réflexion. La première, et c'est dès 1867, il commence à observer que le développement de l'Irlande par rapport à l'Angleterre ne peut pas correspondre aux pays moins avancés qui regarderaient l'Angleterre comme son avenir. Marx commence à comprendre que l'Irlande gravite autour de l'Angleterre et qu'il y a un rapport de dépendance qui a
commençait à se construire. Et dans une lettre qui est de la même année que la publication du Capital, en 1867, il dit à Engels qu'en ce qui concerne l'Irlande, il est pour l'indépendance de l'Irlande, il est pour la mise en place de tarifs protectionnistes et il est pour une réforme agraire. Donc, il dit un certain nombre de choses qui ne reflètent pas du tout l'idée que l'Irlande, entraînée par le capitalisme britannique, devrait connaître dans le futur, ce qui est quand même l'introduction, la préface du Capital en allemand publiée en 1867. Vous savez, les pays les plus avancés industriellement montrent aux autres l'image de leur avenir. Et bien déjà, la même année, il dit que ça ne joue pas pour l'Irlande. Et d'ailleurs, il ne reprend pas cette idée dans la préface dans l'édition française, qui date de 5 ans plus tard, sauf erreur. Et là, il commence à dire « Mon pronostic ne vaut que pour l'Europe occidentale ». Il le dira explicitement à Vera Zasulich en 1881, « Mon pronostic ne valait que pour l'Europe occidentale », mais il commence à y penser dès la fin des années 60. Alors, il y a cette idée Irlande-Angleterre, donc centre-périphérie. Il y a une autre idée à laquelle il va accorder plus d'importance à la fin de sa vie, c'est les formations sociales très différentes qui peuvent exister sur d'autres continents, et notamment, vous savez, la survivance de la commune rurale en Russie, le MIR, le fait que malgré l'époque avancée, ça sera en 1881 qui répond à Vera Zasulich, malgré la période assez avancée du développement du capitalisme international, la commune rurale russe a réussi à conserver ses traditions communautaires, sa production sur une base collective communautaire. Et donc, il commence à penser qu'il y a des sociétés qui vont réagir différemment au mécanisme de développement du capitalisme. Donc, il y a l'idée du centre et de la périphérie, il y a l'idée de formations sociales différentes. Marx hésite et, disons, on pourra encore trouver quelques phrases, quelques intuitions, mais il ne faut pas demander à quelqu'un qui va mourir en 1883 d'anticiper ce qui va se passer. On a déjà tellement de peine à comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Imaginez, quand des transformations très brutales se réalisent, c'est très difficile d'avoir immédiatement l'intuition de comment les comprendre. Alors, en tout cas, Engels laisse guère de doute sur l'idée que cette affaire de centre de périphérie est tout à fait centrale dans sa réflexion sur l'Irlande et l'Angleterre, puisque quand il republie en anglais en 1892 le discours de Marx sur le libre-échange. Vous savez que Marx avait dit qu'il faut aller vers le libre-échange parce que ça accélérera, disons, je vais très vite, la marche vers le socialisme. Il n'avait évidemment pas accepté d'étendre cette considération par rapport à l'ensemble de l'Europe continentale, encore moins par rapport à l'Irlande, comme je l'ai dit. Mais pour Engels, c'est tout à fait clair qu'il y a un système centre-périphérie, puisqu'il écrit « Le grand centre industriel d'un monde agricole, l'Angleterre est devenue le grand centre industriel d'un monde agricole, avec un nombre croissant d'Irlandes, cultivatrices de grains et de coton, qui gravitent autour de ce soleil industriel. » Donc, en 1892, Engels étendait l'idée du rapport Irlande-Angleterre à un ensemble de satellites qui gravitent autour du soleil industriel anglais. Bon, donc cette question-là, dans le capitalisme de libre-échange, dans le capitalisme en pleine expansion des décennies qui suivent la révolution industrielle, cette formation d'un centre et d'une périphérie est comprise par Marx et Engels, même s'ils n'en tirent pas toutes les conséquences. Alors, on peut dire que dans cette période, l'économie naturelle et la petite production marchande
des pays qui vont devenir les pays de la périphérie ou qui sont des pays non encore industrialisés, que la destruction de l'économie naturelle, la petite production marchande, va être faite essentiellement par la concurrence des exportations de produits industriels à bas prix. Il est impossible pour un artisan de résister à la concurrence de la production capitaliste à bas prix. Et ça va être vrai pour, tout d'abord, pour les pays qui ont déjà des liens avec le monde occidental, des liens développés dès le XVIIe siècle en particulier. Donc ça va être vrai pour l'Amérique en général, ça va être vrai pour le Moyen-Orient, ça va être vrai pour certaines parties de l'Inde qui ont déjà été colonisées par la Compagnie des Indes orientales britanniques, ça va être vrai pour certaines régions côtières de l'Afrique, mais ça va être vrai aussi pour l'Europe du Sud. Donc, les produits industriels à bas prix vont détruire une partie significative de la petite production marchande et de l'économie naturelle de ces régions qui sont les plus envahies par la production industrielle des pays du centre. Pour vous donner une idée, vers 1860-1870, toutes ces régions, disons, que j'ai nommées, pas les grandes masses asiatiques de Chine et d'une grande partie de l'Inde, etc., mais les régions que j'ai nommées qui sont en relation déjà très profonde avec le monde occidental, reçoivent environ l'équivalent de 10 mètres carrés par habitant de calicot, de coton industrialisé. Ça veut dire que la place pour l'artisanat est relativement limitée vers 1860-1870 dans ces régions. Donc il y a eu une destruction. Mais comment se fait-il qu'en Italie, l'industrialisation ait pu se développer en tirant profit de la destruction de l'économie naturelle ou de la petite production marchande, et que cette industrialisation n'ait pas pu se développer en Amérique latine ou au Moyen-Orient, par exemple, pour prendre deux régions particulièrement touchées par ces exportations. Alors, sur cette question-là, il faut comprendre il faut revenir un tout petit peu aux conséquences de la colonisation de la période mercantiliste, avant la révolution industrielle. Parce que vous ne pouvez pas considérer que l'Amérique latine, c'est un continent vierge, c'est un continent qui a été complètement structuré, restructuré par la colonisation de l'époque mercantiliste, c'est-à-dire la propriété foncière, l'existence de l'esclavage, l'ensemble de ces processus, la formation sociale a été totalement transformée. Bon, ça, c'est des études, pour nous, c'est une banalité. Ça a été passablement travaillé par toute l'école de la dépendance dans les années 60-70 du siècle dernier, comme on dit aujourd'hui. Donc, évidemment, cette question-là allait laisser l'Amérique latine, le Moyen-Orient, dans une certaine mesure aussi, tout ce qui est la ceinture, en tout cas de ce qu'on appelait le Proche-Orient, profondément transformé, bouleversé par la présence massive des intérêts européens dès le XVIIIe siècle, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, en tout cas de manière massive. Donc on ne peut pas comparer les conditions de départ de l'industrialisation dans ces régions avec les conditions de départ de l'industrialisation, par exemple, en Italie. Alors, il y a quand même des exemples de tentatives d'industrialisation tout à fait spectaculaires en Amérique latine et au Moyen-Orient dans la période du capitalisme du libre-échange. La plus spectaculaire est celle de l'Égypte. Peu de monde savent que l'Égypte de 1840 a une des industries modernes du coton les plus importantes en termes relatifs au monde. Après l'Angleterre, après la France et les États-Unis, peut-être la Suisse, en termes de nombre de broches par habitant, c'est l'Égypte. L'Égypte de Mohamed Ali, qui est une tentative tout à fait exceptionnelle, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, d'industrialisation dans la période du capitalisme de libre-échange. Et cette expérience va échouer parce que, d'une part, l'Empire ottoman, qui est le suzerain formel de l'Égypte,
va imposer à l'Égypte le démantèlement de ses monopoles commerciaux. L'Égypte exportait son coton plus cher que les prix que voulait imposer l'Empire ottoman. Et d'autre part, les tarifs douaniers pour l'entrée des textiles britanniques, les tarifs douaniers auxquels avait souscrit l'Empire ottoman sont imposés à l'Égypte. L'Empire ottoman n'a absolument aucun moyen d'imposer ça à l'Égypte, qui est beaucoup plus puissante industriellement, militairement, politiquement. C'est l'Angleterre qui va intervenir massivement, militairement, pour détruire la force de cette expérience égyptienne. Bon, c'est une expérience qui montre que dans la période du capitalisme de libre concurrence, l'Angleterre ne craint pas. L'Angleterre a une domination internationale, disons, je dirais supérieure en termes relatifs à celle des États-Unis aujourd'hui. Elle est vraiment, en 1840, dans un monde qu'elle contrôle sur le plan politique militaire. Et l'Angleterre intervient en Égypte. Elle intervient par les premières guerres de l'opium, en forçant la Chine à s'ouvrir aux exportations britanniques. Ça commence en 1840, ça durera jusque pratiquement aux années 1860. Une pression que soutiendra aussi la France pour ouvrir la Chine au commerce extérieur. Et ça sera les campagnes continuelles de la Compagnie des Indes orientales en Inde, jusqu'à ce qu'en 1857, l'Angleterre prenne directement le contrôle de l'Inde. Donc il ne faut pas avoir une vision angélique du capitalisme de libre concurrence. La force militaire de l'Angleterre et la collaboration de couches sociales dominantes locales va jouer un rôle très important pour empêcher les projets de développement de l'accumulation capitaliste de se produire dans ces régions. Alors, je vais conclure sur cette période du capitalisme de libre concurrence en disant, ou de libre-échange, en disant que c'est assez curieux parce que dans les années 1960-1970, quand il y a eu beaucoup de débats sur le développement inégal, sur l'échange inégal, sur les relations entre le centre et la périphérie, et que, vous souvenez-vous de Gunder Frank, à Wallerstein, Samir Amin, Rui Mauro Marini, enfin toutes sortes d'autres, ou même d'un point de vue marxiste plus orthodoxe, d'Ernest Mandel, parlait de cette formation du centre et de la périphérie. Il était obsessionnel pour les chercheurs d'essayer de comprendre comment, malgré la libre concurrence, malgré l'indépendance formelle de certaines régions, le mécanisme de développement du sous-développement s'était amorcé dans la période du capitalisme de libre-échange. Pour quelle raison? Elle est évidente. C'est parce qu'elle renvoyait à la période des Trente Glorieuses, de la décolonisation, des indépendances. Comment se faisait-il que la décolonisation n'amenait pas le développement? Comment se faisait-il que l'indépendance n'avait pas permis le développement? Vous voyez les analogies. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on a perdu de vue, parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une période marquée plutôt par l'accumulation par des possessions violentes, le rôle du facteur militaire, le nouveau Scramble for Africa, la course aux matières premières stratégiques, etc., on a plus comme référence l'impérialisme. On est dans une période qui ressemble plus à la période de l'impérialisme, alors qu'on faisait des analogies avec la période du capitalisme de libre concurrence. Curieusement, si vous lisez Harvey, aucune référence au débat sur l'échange inégal, aucune référence au débat de l'école introduit par l'école de la dépendance. C'est comme si ça n'avait pas existé. Son point de départ, c'est Rosa Luxemburg. C'est Hannah Arendt parlant de Rosa Luxemburg. C'est éventuellement quelques références très légères à Lénine.
mais sinon, on fait l'impasse sur cette période. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant, je vous dirai à la fin pourquoi, de reprendre aussi contact avec ces débats-là. Alors, le tournant de l'impérialisme. Le tournant de l'impérialisme. Je vais y arriver, vous en faites pas. Le tournant de l'impérialisme, on est toujours dans la période de l'histoire de l'accumulation par dépossession. On peut dire que la diffusion de la révolution industrielle, de pays en pays, pour ceux qui ont réussi à enclencher le processus vertueux, si on peut dire vertueux, de l'accumulation capitaliste, s'est arrêté quelque part dans les années 1870-1890. La dernière grande éruption industrielle, c'est le Japon. Ça correspond aussi à ce qu'on a appelé la Grande Dépression européenne, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance, les premières grandes difficultés dans l'expansion du capitalisme industriel, et aussi une transformation radicale de ce capitalisme industriel qui enclenche ce qu'on a appelé parfois la deuxième révolution industrielle ou la deuxième révolution technologique, pour faire simple, tournant vers l'industrie lourde et vers les grandes concentrations industrielles. À ce moment-là, Marx change de perspective par rapport au rôle, entre guillemets, progressiste du capitalisme. Et ça, c'est souvent perdu de vue. Il écrit en 1881, toujours dans ces brouillons qui ont été retrouvés et publiés en 1925, de lettres aux populistes russes, en l'occurrence à Vera Zasulich notamment, il écrit, donc 2 ans avant sa mort, « Le capitalisme, dit-il, est engagé dans une bataille contre les masses laborieuses, contre la science, contre les forces productives mêmes qu'il engendre, en un mot, dans une crise qui va se terminer par son élimination. » Donc bon, il est emporté par l'argumentation, c'est un brouillon. Si on devait publier tous vos brouillons, déjà ce qu'on écrit, on n'aimerait pas que tout soit publié après coup et comparé à ce qu'on a dit 20 ans ou 30 ans avant. Mais disons, on sent quand même très clairement qu'il change de perspective. Quelque chose dans ce capitalisme ne tourne pas vers le progrès continu. Il y a une involution, il y a un blocage. Et c'est quand même une perception assez nette de l'entrée dans la période impérialiste que, vous savez, autant Lénine que Luxembourg, que Boukharine, que d'autres qualifieront comme une phase de putréfaction du capitalisme. Et donc Marx a quand même donné très clairement le ton dans les années 1800, au début des années 1880, qu'on était entré dans une période différente. Bon, ce qui change, premièrement, et ça je vais être assez rapide, c'est une révolution des transports. Donc ça tend à rendre encore plus facile l'exportation de marchandises et d'infrastructures. C'est le canal de Suez qui raccourcit à peu près de moitié le voyage entre l'Europe, l'Inde et la Chine. C'est le télégraphe qui permet de s'informer très rapidement. C'est le chemin de fer. C'est la navigation à vapeur. C'est une révolution qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est de l'ordre de ce qui nous fascine aujourd'hui avec Internet. Bon, on peut dire que c'est tout à fait sensationnel comme transformation dans les moyens de transport et de communication. Donc, accélération de la pénétration des marchandises dans les coins les plus reculés de la planète et donc destruction accélérée des restes de l'économie naturelle, de l'économie d'autosubsistance, du village et de la petite production marchande. En même temps, les investissements arrivent massivement, pas seulement les marchandises, mais les investissements. Donc ça veut dire que l'accumulation du capital dans la périphérie est désormais dominée par les priorités d'investissement des capitaux du centre. Ça, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que même si, dans la période du capitalisme de libre-échange, un certain nombre de pays n'ont pas utilisé, pour des raisons qu'on peut expliquer, institutionnelles, historiques, la possibilité d'imiter la révolution industrielle à partir de leur propre accumulation
primitive par dépossession de capitaux, même s'ils ne l'ont pas fait, certains l'ont fait et la possibilité existait de le faire. À partir du moment où l'accumulation des capitaux dans votre région est totalement dominée par les besoins d'accumulation d'une autre région centrale dominante de l'économie capitaliste, vous n'avez plus cette liberté. Donc il y a un changement radical, il y a un saut qualitatif dans la domination des pays de la périphérie sous l'impérialisme, qui ne nécessite pas absolument la colonisation directe. La colonisation directe vient, disons, appuyer ces processus, soit pour contrôler et pour défendre les investissements massifs déjà réalisés, soit pour se réserver une région comme monopole pour la France, monopole pour la Belgique, monopole pour l'Angleterre, etc. Mais certaines régions sont dominées en commun, comme la Chine, comme l'Iran, etc., donc, comme le Siam. Donc il y a des régions qui ne sont pas colonisées directement par une puissance, mais qui sont colonisées, disons, par un syndicat de puissance, par une alliance de puissance. Bon. Donc la domination impérialiste ne nécessite pas la colonisation. La colonisation est plutôt une forme de monopole de cette domination par telle ou telle puissance. Donc, si vous me suivez, logiquement, désormais, l'accumulation primitive ne peut plus être appelée primitive dans les pays de la périphérie puisqu'elle ne débouchera pas, elle ne peut pas déboucher sur une accumulation capitaliste. Ou, si elle débouche sur une accumulation capitaliste, ça sera par exception, mais la tendance générale sera qu'il n'y a plus d'accumulation capitaliste que celles qui sont dans l'intérêt. Il peut être dans l'intérêt de développer des entreprises dans la périphérie, mais ça doit être dans l'intérêt de l'accumulation du capital dans les pays du centre. Donc, c'est l'époque du protectionnisme et c'est l'époque des monopoles. Alors, une réflexion, je conclurai sur une réflexion importante qui a alimenté la réflexion de Rosa Luxemburg, qui consiste à dire désormais, le capitalisme a besoin d'une périphérie semi-capitaliste ou non capitaliste pour poursuivre l'accumulation capitaliste elle-même. Et si vous prenez, c'est pour ça que Harvey a repris fondamentalement l'accumulation du capital de Rosa Luxemburg, c'est parce qu'elle consacre plusieurs chapitres, toute la fin de l'accumulation du capital, à expliquer que le capitalisme ne pourrait survivre, l'accumulation capitaliste ne pourrait survivre si elle n'avait pas des sources de matières premières et des débouchés à l'extérieur de l'organisation capitaliste. Alors, son raisonnement économique a été contesté, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de monde le défend en tant que tel. Par contre, ce qu'elle dit était vrai à l'époque où elle le disait et est peut-être vrai aujourd'hui. La chose reste à discuter. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'il a été démontré quantitativement que si l'Angleterre, principale puissance de l'ère impérialiste, en train d'être dépassée par l'Allemagne et les États-Unis, si l'Angleterre est restée libre-échangiste jusqu'à la Première Guerre mondiale et que l'Allemagne était très protectionniste, les États-Unis encore plus, et la France un peu un cas intermédiaire, comment se faisait-il que l'Angleterre pouvait se payer le luxe de ne pas se protéger alors que ses principaux rivaux en train de la rattraper, eux, protégeaient leur industrie nationale? Il faut bien comprendre ce que signifie le protectionnisme. Quand l'industrie allemande se protège à partir de la fin des années 1870, l'Allemagne revient au protectionnisme. Bon. D'une part, c'est vrai, c'est les grands propriétaires terriens qui veulent protéger la production de blé ou de grains de la concurrence des pays neufs, d'Amérique, d'Australie, etc. Bon. Engels est frappé par ça. Au départ, il y voit un caractère conservateur. Mais tout de suite, il dit c'est assez curieux quand même
que l'industrie lourde soit venue à la rescousse pour exiger ces tarifs protectionnistes. Et il dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Dans le fond, les monopoles capitalistes veulent réaliser dans leurs frontières nationales des surprofits de monopoles qui leur permettent d'exporter à des prix de dumping. Donc, si vous laissez l'Angleterre faire des surprofits en protégeant son marché intérieur de l'acier et vendre son acier sur le marché international moins cher, que vous êtes anglais, il faut m'expliquer comment vous faites. Et l'Angleterre n'a pas une suprématie technologique qui lui permettrait de rivaliser dans ces conditions-là. Et donc, il a été montré que l'Angleterre a un déficit très important de son commerce de produits industriels avec l'Allemagne, en particulier avec l'Allemagne, aussi avec les États-Unis, et qu'elle compense par un excédent massif sur son commerce avec l'Inde et la Chine. Par conséquent, il est vrai que massivement, la misère indienne et chinoise contribue à lubrifier un système d'échange entre principales puissances industrielles qui, sinon, aurait été vers une confrontation beaucoup plus rapide. L'Angleterre aurait dû introduire des tarifs protectionnistes et on serait monté dans une compétition et dans une impasse beaucoup plus rapide. Ilferding disait que l'Inde et la Chine, l'exploitation de l'Inde et la Chine ont permis de retarder la Première Guerre mondiale. Donc, quelque part, Rosa Luxemburg fait une explication théorique qui n'est peut-être pas convaincante, vous savez, à base de sous-consommation, etc., mais elle observe un phénomène tout à fait réel. Il y a quelque chose là de complémentaire. Donc, j'en viens à la dernière partie, qui est le nouvel impérialisme, accumulation par dépossession. Quel rôle donner à l'accumulation par dépossession aujourd'hui? Alors, Harvey, dans le nouvel impérialisme, il dit on est entré dans un régime d'accumulation, je ne crois pas qu'il utilise le terme de régime d'accumulation, c'est ça qu'il veut dire, qui conduit à une aggravation des problèmes de suraccumulation du capital. En plus, il y a une restriction des débouchés solvables, puisqu'on paye de moins en moins bien les salariés et que les capitalistes ne sont pas intéressés à réinvestir dans la production en installant de nouvelles machines. Donc il y a quelque part une impasse, puis il fait des explications qui sont très intéressantes sur ce qu'il appelle l'aménagement spatio-temporel ou spatio-temporal fix, c'est-à-dire comment le capitalisme joue sur l'espace et le temps pour utiliser des capitaux suraccumulés. Ça va jouer. Pour utiliser des capitaux suraccumulés et en même temps les retirer de la circulation pour un moment, puisqu'ils n'arrivent plus à les investir dans les activités productives de manière immédiatement rentable. Donc, c'est un autre aspect, à mon avis, très intéressant du livre d'Harvey, que je vous incite quand même à lire si vous ne l'avez pas lu, c'est cette idée de l'aménagement spatio-temporel de l'accumulation du capital. Mais fondamentalement, la réponse pour Harvey, elle va quand même tendre dans trois directions. La première, c'est une augmentation du taux d'exploitation des salariés. Donc, c'est à la fois vrai, bon, c'est évident, hein, vous avez vu, si vous avez lu la dernière revue du livre, que l'objectif en Grèce, c'est de ramener le salaire au niveau de la Bulgarie. Dans les pays de la périphérie aujourd'hui, la super-exploitation, comme disait Marini, c'est-à-dire des salaires d'infra-misère se généralisent, les sweatshops, des formes de semi-esclavage, etc. Donc vous en avez des quantités. Je ne vais pas ici faire l'inventaire de toutes ces formes d'exploitation, mais l'exploitation du travail, l'extraction jusqu'à la dernière goutte de plus-value est aujourd'hui un objectif fondamental de l'accumulation capitaliste. Il ne faut pas le négliger.
au profit d'un œil qui regarderait que l'accumulation par dépossession. C'est une dimension très importante. La deuxième dimension, c'est l'accentuation de la concurrence entre capitalistes. Et là, je pense qu'Harvey fait une petite erreur. C'est-à-dire que quand il parle d'accumulation par dépossession, il tend à confondre l'accumulation primitive telle que la décrivait Marx, qui est une accumulation au détriment du petit propriétaire ou de l'économie naturelle, avec l'accumulation aux dépens d'autres capitalistes. Parce que dans le chapitre qui précède l'accumulation primitive dans le Capital, dans le livre 1, le chapitre 25, sur l'accumulation capitaliste, Marx distingue la concentration du capital, qui est le fait que le capital prélevant toujours plus de plus-value, sa puissance sociale augmente. Et puis, il introduit un deuxième concept, c'est la centralisation du capital, c'est le fait que certains capitaux mangent des plus petits, les détruisent, et donc qu'au sein de la classe capitaliste, il dit même, dans la centralisation du capital, il y a la méthode suave, c'est la concurrence, et puis la concurrence, parce que ceux qui ont des avances technologiques par rapport à ceux qui sont en retard, etc. Bon, je ne reviens pas sur toutes les explications qu'il donne à ce propos. Puis il y a les méthodes brutales. Il dit, il y a l'annexion. Donc, l'accumulation par dépossession recouvre-t-elle chez Harvey la centralisation du capital, c'est-à-dire les gros capitaux qui mangent les petits? Oui, dans un certain nombre de cas, il ne fait pas très attention à ça, et les met ensemble. Vous me direz, bon, c'est pas grave, ça contribue aussi à l'accumulation du capital. Le problème, c'est que les conséquences politiques que vous pouvez en tirer sont différentes. Sur le plan analytique, c'est pas clair. Il y a une possibilité de considérer que c'est une forme d'accumulation par dépossession, mais dépossession d'autres capitalistes, et ce n'est pas analogue à l'accumulation primitive. Bon. Dernier élément, c'est l'accumulation primitive aujourd'hui. Alors l'accumulation aux dépens de la petite production du secteur communautaire. Et là, c'est intéressant quand même de réfléchir à ce que ça signifie aujourd'hui. Et là, je pense qu'Harvey et d'autres mettent en évidence des phénomènes nouveaux. Bon, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le bien commun que je pourrais dire, entre guillemets, naturel. Les terres communales qui sont privatisées, comme les ejidos, qui étaient les terres communales des Indiens au Mexique, protégées par la Constitution de 1917, dont la loi permet maintenant la privatisation depuis 1991. C'est la privatisation de l'eau, c'est dans une certaine manière la privatisation de l'air qu'on respire, le patrimoine génétique, les cultures populaires. Tout ça est marchandisé et représente des biens communs, disons traditionnels, culturels, naturels. Dans ce sens-là, la présence militaire de plus en plus importante des puissances impérialistes, notamment des États-Unis, joue un rôle pour garantir ces opérations de privatisation. Africom, aujourd'hui, déploiement militaire en Afrique des États-Unis, 4e flotte et les bases en Colombie, 4e flotte pour l'Amérique latine, etc., etc. Bon. Deuxième élément, l'économie domestique. Accroissement des tâches de reproduction non payées accomplies par les femmes. Dans les sweatshops de certains pays, au Brésil, vous avez des femmes qui travaillent sur des machines à coudre tout en s'occupant de leurs enfants, c'est-à-dire en s'occupant pas, mais leurs enfants sont là, il faut faire le minimum, travailler à la machine à coudre et dorment sur des paillasses avec les enfants au pied de la machine à coudre. Ça, c'est vraiment le circuit infernal de l'utilisation de l'économie domestique comme totalement soumise au travail, à l'accumulation. Troisièmement,
la petite propriété paysanne, bon, qui est accaparée, ça c'est le cas traditionnel. La petite propriété est accaparée. Alors ça peut être l'endettement, ça peut être le paiement des services de santé et d'éducation qui fait que les paysans n'arrivent plus, doivent vendre, etc. Bon, il y a toutes sortes de mécanismes qui concurrent à ça, qui vont dans cette direction. La petite propriété urbaine, on peut dire aujourd'hui que la saisie de 10 millions de logements aux États-Unis en 2008 et 2011, 10 millions, c'est quand même énorme, suite à la crise des subprimes, constitue une forme d'accumulation primitive au détriment d'une petite propriété. Les services publics, alors ça c'est un phénomène nouveau. Est-ce que les services publics qui ont été retirés du marché en partie après la Deuxième Guerre mondiale et le compromis fordiste, social-démocrate, ces services publics, cette prévoyance sociale qui est privatisée, est-ce que ça ne joue pas le même rôle que les enclosures en Angleterre depuis le XVIe siècle? Ce sont où les biens d'État, les biens de l'Église, ils jouent un rôle différent, mais disons, on retire de la propriété collective des actifs. Bon, bien sûr, la privatisation des entreprises dans tout le bloc soviétique, en Chine, dans de nombreux pays du tiers-monde, y compris dans les pays occidentaux, joue ce même rôle. La question de la dette, ça c'est typiquement un mécanisme d'accumulation primitive. Alors la dette du tiers-monde, mais aujourd'hui la dette des États-Unis, des États américains et la dette européenne, avec les conséquences qu'on sait en termes de prédation, et la réduction, je donnerai encore cet élément, puis c'est le dernier, la réduction de la consommation même des petits producteurs ou des paysans. Un historien économiste, ou un économiste plutôt indien, Prabhat Patnaik, a montré qu'entre 1980 et 2000, dans les 20 années triomphales de l'introduction des politiques néolibérales, la consommation de grains par habitant, la consommation de céréales par habitant de la planète a diminué de 3,4%. Alors, compte tenu du fait qu'une partie de cette consommation a été utilisée pour les ou les agrocarburants, je préfère des agrocarburants, et qu'une partie aussi a été utilisée pour nourrir la viande, il est certain que pour les plus pauvres, la réduction de la consommation a dû être de l'ordre de 5 à 10%. Si vous prenez une réduction de 5% du revenu de ceux qui vivent avec 1 à 2 dollars par jour, c'est-à-dire plus de 2,5 milliards d'habitants de la planète, c'est très vite 750 milliards de dollars par an au profit de l'accumulation par dépossession. Si la réduction a été de 10%, c'est 1500 milliards par an. Donc c'est des montants considérables qui portent. Et lui explique, Patnaik, que le fait que le prix des céréales a pu être contenu entre 1980 et 2000, malgré une pression croissante de la demande, c'est dû au fait qu'on a réduit la consommation, que la capacité de consommer des petits producteurs et des plus pauvres des consommateurs de la planète a été réduite. Et donc, ça a dégagé des marges supplémentaires pour éviter l'inflation des prix. Et il dit que si les prix augmentent aujourd'hui des céréales, c'est pas dû essentiellement à la spéculation, c'est pas dû essentiellement aux agrocarburants, c'est pas dû essentiellement à la demande chinoise, c'est dû essentiellement au fait qu'on a atteint des seuils au-dessous desquels on ne peut pas descendre dans la sous-consommation des petits producteurs. Et il dit que l'épidémie de suicide des paysans en Inde est l'indicateur de cette incapacité physiologique, sociale,
des petits producteurs à consommer encore moins. Alors la dernière question que j'aborderai pas, parce que je ne veux pas abuser de votre patience, mais qui est une question intéressante, qui est aussi contenue dans l'ouvrage d'Harvey, je la cite, c'est quelles conséquences tirer de la pondération que vous introduisez entre accumulation capitaliste et accumulation par dépossession. Quelles conséquences politiques en tirer? Alors Harvey a tendance à dire aujourd'hui, l'accumulation par dépossession a pris le dessus sur l'accumulation capitaliste. Par conséquent, l'approche de classe, au sens les salariés contre le capital, doit être relativisée par une approche de type société civile. Rassemblons ensemble les victimes de l'accumulation par dépossession. Il a été beaucoup critiqué. Alors, après, on peut discuter quelle est la part de l'accumulation par dépossession, de l'accumulation capitaliste. Malgré tout, l'énorme concentration d'industrie dans le sud-est asiatique aujourd'hui montre qu'il y a une prolétarisation dans l'accumulation capitaliste et la reproduction élargie qui est tout à fait sensationnelle et importante. Elle ne s'exprime pas encore parce que le degré d'organisation de ces salariés est faible. Mais c'est une priorité d'aller vers l'organisation de ce salariat. Maintenant, du point de vue de l'accumulation par dépossession, il a tendance à faire une collection de milieux, les indigènes de tel pays, en Europe, telle ou telle catégorie d'usagers, etc., les mettre les uns à côté des autres et dire comment faire pour unifier ce front de victimes de l'accumulation par dépossession. Et la critique qui lui a beaucoup été faite, à laquelle moi j'adhère en tout cas, par des chercheurs du Sud, c'est de dire, mais enfin, il fait l'impasse sur la construction qui a été un problème pour nous décisif depuis très longtemps, de l'unité de la paysannerie pauvre et du prolétariat, du semi-prolétariat. Aucune bataille sociale d'envergure, aucune transformation sociale dans les pays de la périphérie n'est possible sans penser la combinaison entre victimes de l'accumulation par dépossession et salariat. Et donc, en faisant abstraction de cette réflexion, il fait un peu abstraction d'un pan d'histoire et de réflexion stratégique, disons, du point de vue des tâches d'une révolution socialiste. Voilà. Oui, je voudrais vous demander, au sujet de la Chine, actuellement, comment vous caractériseriez l'accumulation du capital en Chine aujourd'hui? Est-ce que l'accumulation primitive, la première, est terminée? On en est à une dépossession violente? Ou est-ce que même cette dépossession violente est en train d'être contrôlée, de ne pas gêner du tout l'évolution de cette accumulation et que nous en sommes à une phase impérialiste où la Chine, au niveau international, peut déjà se manifester d'une façon plutôt douce avec ses problèmes de monnaie vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe, mais d'une manière beaucoup plus ferme et déjà voulant prendre un leadership en Asie par rapport à Taïwan, par rapport au Japon, dont on ne parle plus beaucoup à ce niveau concurrentiel, mais surtout par rapport à des voisins puissants comme l'Inde et même, on pourrait dire, la Russie. Où en est la Chine aujourd'hui dans son accumulation? Elle en est dans un capitalisme d'État, je pense que c'est reconnu. Et si vous pouvez, en question annexe, qu'est-ce que fait le Parti communiste chinois dans tout ça? C'est ça. Bon, c'est effectivement une approche très féconde, que celle qui consiste à essayer d'actualiser ce concept et ce processus d'accumulation primitive. Mais je crains un peu, alors c'est pas par rapport à vous, c'est peut-être par rapport aux thèses de l'auteur Harvey. Je pense que ça me donne un peu l'impression, mais je demande à être démenti, que c'est un peu un concept un peu fourre-tout quand on met dedans, par exemple, les saisies immobilières aux États-Unis, qui sont des saisies massives, effectivement. Quand on parle du problème de la dette, je me demande, moi, est-ce qu'on confond pas à la fois transfert de richesses, mais de richesses qui ont déjà été créées et qu'on veut récupérer,
Et il me semble quand même que ce qui est le plus important, c'est au départ, dans le processus d'exploitation, la création de richesse. Après, on a effectivement toujours, comme dans toute société, capitaliste, non capitaliste, partage de ces richesses. Et il me semble quand même que ce qui est le plus important, même si c'est une approche, encore une fois, qui mérite d'être explorée, développée, c'est ce qui reste fondamental, à mon avis, c'est la création de richesse, c'est la production de plus-value. Alors après, il est évident que cette plus-value qui est créée, elle est l'objet d'un conflit, c'est central dans les sociétés capitalistes. Et ce que je crains, moi, c'est l'exemple même, quand vous parlez, ou quand les auteurs parlent du problème de la dette, on est dans une logique là de capital financier, de transfert de richesse. Est-ce que vraiment on est dans quelque chose qui est très proche de l'accumulation primitive? Je me pose la question. Mon intervention sera exactement dans le sens inverse de la précédente, c'est-à-dire que Harvey d'ailleurs le fait, si j'ai bien compris, chaque fois qu'il parle du capital, il commence toujours par écrire argent, marchandise, argent, et il montre qu'il faut développer chacune de ces étapes, l'exploitation capitaliste se trouvant effectivement dans M, si je peux dire, au moment où il se passe des choses entre l'achat de la force de travail et la transformation en capital productif, etc. Et alors, les marxistes un peu malins ont vu depuis, et Marx lui-même d'ailleurs, ont vu depuis longtemps que l'exploitation n'était pas la seule manière de s'emparer des richesses. Il y en a d'autres et qui sont parfaitement identifiables au moment du premier échange, au moment du deuxième échange, au moment de toutes les opérations de crédit qui se greffent là-dessus, et donc tout ce que l'on a décrit. Et je pense même que moi je pense que c'est une erreur de se braquer sur le phénomène de l'exploitation d'une certaine façon. C'est pas ça qui est le plus... Il n'y a pas que ça. On peut effectivement avoir des suppléments d'exploitation et inversement d'ailleurs aussi des réductions d'exploitation à d'autres endroits du schéma de la production. Et c'est pour ça qu'il faut... Enfin, je suis pas inquiet du tout si on intègre des phénomènes comme la diminution comment on appelle ça, les expropriations des pauvres américains, des logements, etc. Voilà. Bon, tout ça, des questions assez compliquées, et il y a d'une part la nécessité d'avoir une grille analytique sérieuse et de se mettre d'accord sur les concepts. Et après, on a tous les cas frontières, les cas limites, les cas difficiles. Et on peut passer, ça c'est les rendements décroissants. À un moment donné, si on commence à discuter de cas frontières, on va pouvoir les situer un peu ici, un peu là, et partir dans une... Il faut voir à quoi ça sert. À part les grandes catégories analytiques qui me paraissent importantes, les cas frontières permettent justement de montrer que on vit dans un système vivant, complexe, et que l'analyse est jamais assez fine pour cerner précisément chaque phénomène vivant. Alors pour ce qui est de la Chine, je suis pas un spécialiste de la Chine. J'ai réfléchi comme tout le monde. Il y a évidemment un phénomène absolument massif d'accumulation par dépossession. Bien que pour le moment encore, le paysan chinois conserve une espèce de droit de retour sur un tout petit morceau de terre qui lui permettrait de survivre à un niveau d'extrême misère, mais que la privatisation de la terre n'a pas systématiquement détruit ce droit, ce qu'on appelle le hukou. Ce droit d'avoir une toute petite participation à l'économie villageoise. Peut-être d'ailleurs que la direction du Parti communiste chinois, qui est non seulement une direction communiste, disons du point de vue historique, mais aussi l'héritière d'une bureaucratie millénaire, a une certaine perception des risques qui consisterait à exproprier
je ne sais pas maintenant, les 150, 200 millions d'agriculteurs ou surtout d'agricultrices d'ailleurs, jeunes, qui vont travailler dans l'industrie. Donc il y a un phénomène assez compliqué, mais où le déracinement, en tout cas partiel, sans doute définitif pour une grande partie d'entre eux, de la paysannerie, joue un rôle très important dans l'accumulation du capital en Chine. Maintenant, indiscutablement, la machine de l'accumulation capitaliste est en marche à plein régime et produit massivement de la plus-value en Chine. Donc les deux phénomènes sont concomitants. Qu'est-ce que c'est que cette bête de l'État chinois et du Parti communiste chinois? Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont réfléchi très longuement sur la nature de l'État soviétique à partir de toutes sortes de réflexions. Je dois dire que la nature de l'État chinois aujourd'hui, je serais assez d'accord avec la formule assez lapidaire, consiste à dire que c'est un capitalisme d'État. Mais si vous avez des tas d'objections, je ne serais pas forcément extrêmement intéressé à en discuter des heures. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre la dynamique de croissance de l'économie chinoise et de l'accumulation capitaliste en Chine. Dans Harvey, il y a différentes hypothèses. Lui, il est prudent, mais il va quand même dans le sens d'un rattrapage capitaliste possible de la Chine et du monde qu'elle organise autour d'elle par rapport aux États-Unis, bien qu'étant plus prudent que ceux qui vont totalement dans cette direction. Personnellement, je suis encore plus prudent. On va voir dans les toutes prochaines années quelle forme vont prendre la crise de croissance de l'économie capitaliste chinoise. Bon, c'est un peu frustrant ce que je vous dis, mais je n'ai pas de lumière particulière à ce propos. Sur les concepts fourre-tout de Harvey, moi ce qui me gêne le plus, c'est la confusion entre l'accumulation au détriment des petits producteurs ou de l'économie paysanne qui produit de la valeur. La valeur n'est pas produite que dans l'exploitation du travail. Un petit paysan indien, petit paysan chinois, il produit de la valeur comme petit producteur, soit assez rarement aujourd'hui en économie d'autosubsistance, mais quand même en partie, soit pour le marché. Bon, donc pour moi, c'est important de distinguer l'accumulation par dépossession à l'égard de ces travailleurs qui produisent de la valeur, mais qui produisent de la valeur en dehors du système capitaliste, de l'accumulation par centralisation du capital qui a été produit par de la plus-value au profit de capitalistes trop faibles pour la garder pour eux. Donc c'est une distinction qui me paraît intéressante, opératoire. Maintenant, la finance. La finance peut jouer un rôle et dans la centralisation du capital et dans l'accumulation par dépossession des petits propriétaires. Si, par exemple, dans le mécanisme de la dette, prenons la dette du tiers-monde ou la dette européenne actuelle, quand par exemple, les pays, disons, organisent le service de leur dette, eh bien, aujourd'hui, c'est pour la France, presque pour la France, le premier poste, sauf erreur, du budget de l'État. Donc ça veut dire que les impôts, qui sont en grande partie des impôts indirects, prélevés en partie sur des petits producteurs indépendants, je suis d'accord, en grande partie sur des salariés, que ces impôts sont utilisés pour l'accumulation du capital financier. Donc il y a un mécanisme dans la dette qui touche des capitalistes, bien sûr, des capitalistes, disons, du secteur productif, qui touchent des petites entreprises indépendantes, qui touchent des salariés et qui est accumulé par le capital financier. Maintenant, la finance est un moyen extraordinaire aussi de centralisation du capital, c'est-à-dire d'expropriation des petits capitalistes ou des capitalistes les plus faibles. Et par exemple, toutes les opérations financières de choc, comme par exemple on assiste aujourd'hui en Grèce,
va contraindre une masse de petits capitalistes à faire faillite et à être rachetés soit par des investisseurs étrangers, soit par des investisseurs nationaux. Mais il va y avoir une formidable centralisation du capital avec le choc financier qui est quand même plus ou moins organisé, pensé, réfléchi, organisé. Il y a des intérêts derrière l'organisation de ce choc financier dont les manettes principales sont tenues par les grandes banques européennes, derrière la Commission, la Banque centrale et le FMI. Donc, la finance peut travailler à la fois à la centralisation du capital et à l'accumulation par dépossession. Oui, je réponds peut-être pas à tout, mais je voudrais donner des idées de cas limites pour qu'on comprenne bien la complexité des choses. Aujourd'hui, il y a des capitalistes qui ont intérêt à transformer leurs salariés en indépendants. Alors c'est vrai, par exemple dans les productions de canne à sucre en Colombie, il y avait une grosse opération qui consistait à dire aux salariés coupeurs de canne, vous n'êtes plus des salariés, vous êtes des petits indépendants et nous allons vous sous-traiter le travail. Ce qui permettait de passer à côté des très maigres filets sociaux et dispositions du droit du travail qui existent en Colombie. Vous imaginez combien ils sont maigres. Et là, on avait affaire censément à des petits indépendants. Donc on avait fabriqué des faux indépendants qui dépendent totalement de leur employeur. Il y a ce concept en Europe de faux indépendants aussi qui est plus ou moins traqué ou pas par la justice. Mais vous allez les ranger, l'exploitation de ces faux indépendants, c'est de l'accumulation par dépossession, c'est de la plus-value. Là, on est dans des cas limites, ça dépend de la dynamique, mais c'est évidemment une forme de plus-value qui est extrait de ces indépendants qui ne sont indépendants que de nom. Voilà, donc moi je suis d'accord avec l'idée que l'accumulation du capital ne peut pas être pensée uniquement en termes d'accumulation de la plus-value. Elle doit être aussi pensée en termes de centralisation de la richesse sociale créée, que ça soit par d'autres capitalistes ou que ça soit par des petits producteurs. Et dans un certain sens, ça me gêne pas. J'ai réfléchi à ça. Un logement qui a été acheté par un salarié. À partir du moment où il a acheté ce logement, il l'a acheté avec son salaire, qui n'est pas de la plus-value, c'est son salaire, c'est le prix, c'est la valeur de sa force de travail telle qu'elle a été payée. Il a acheté ce logement dans une opération, comme les Américains les appellent, de flipping. C'est-à-dire, une opération de flipping, c'est un logement dégradé racheté par un spéculateur qui met un coup de peinture. La toiture est foutue, mais on l'a provisoirement, elle prend pas trop l'eau, etc. Et on lui fait un prêt à des conditions, disons, il a très peu de revenus, on lui fait un prêt limite, subprime. Après, non seulement il peut pas payer parce que les intérêts augmentent, par exemple, de son prêt hypothécaire, mais ensuite il a des frais d'entretien qui ont été téléguidés à l'avance parce qu'on lui a vendu un bien défectueux. Donc il doit à la fois payer le service de sa dette et la réparation de son logement. Il doit le vendre, on lui rachète une bouchée de pain. Là il y a un phénomène. Est-ce que quand on s'empare d'une part du salaire par la ruse, par le dol, par la violence, d'une part du salaire d'un salarié, il s'agit d'un mécanisme assez analogue à l'accumulation primitive ou par dépossession? Moi, ça me dérange pas, puisque là, il s'agit vraiment on est en fin de course. Mais effectivement, faut être j'ai essayé d'être prudent dans mes catégories. Peut-être que j'ai été trop large ou trop étroit. Mais comme je vous dis, à mon avis, il y a un vrai calendrier de recherche aujourd'hui qui impliquerait qu'on travaille historiquement sur l'accumulation par dépossession et l'accumulation capitaliste, depuis le mercantilisme, en passant par la révolution industrielle, le libre-échange,
l'impérialisme, les 30 Glorieuses et la période actuelle, chaque fois il y a des éléments qui apparaissent plus fortement que d'autres. À travers cette construction, pour avoir une vision génétique de comment s'est construit l'accumulation à l'échelle mondiale, c'était un peu le programme des dépendantistes. Il a été arrêté, ils ont vu une partie de la réalité, pas d'autres, mais il faudrait reprendre cet énorme travail-là aujourd'hui, y compris en s'intéressant aux aspects, je n'ai pas du tout parlé, mais aux aspects genrés, comme on dit aujourd'hui, ou racialisés de l'accumulation par des possessions, qui jouent un rôle aussi extrêmement important. Donc là, il y a un programme de recherche, c'est pas 1h15 d'exposé, ni des questions-réponses, mais un travail collectif qui devrait impliquer plusieurs chercheurs. À mon avis, ça serait d'un très grand intérêt. Voilà, donc moi, j'aurais une question sur les blocages dans le sous-développement de la périphérie. Est-ce qu'on peut considérer que des sociétés périphériques qui ont été en périphérie de capitalisme central, comme par exemple le capitalisme français et puis le Maghreb, je travaille sur le Maghreb, est-ce que, par exemple, l'accumulation primitive qui a pu avoir lieu, par exemple en Algérie, après 1830, jusqu'à toute la période du 19e siècle, on a construit, en fait, on a dépossédé, par exemple, le paysanat de sa terre. Il y a eu toute une réforme institutionnelle pour déposséder de la terre. Et cette dépossession a permis de développer une accumulation capitaliste périphérique à celle du capitalisme français. Et est-ce que ça a pu constituer un blocage historique sur le capitalisme post-indépendance, justement sur les problématiques postérieures à l'indépendance de ces pays dans les années 60? Voilà. En ce qui concerne la diffusion par les mécanismes entre guillemets vertueux d'un capitalisme vers la périphérie, est-ce que ce qui se passe actuellement en Europe du Sud, ça ne montre pas un peu, ça ne confirme pas l'impossibilité un peu de ce genre de diffusion? Parce que justement, si l'école de la dépendance a perdu un peu dans les années 80, entre guillemets, sa popularité, c'est bien parce qu'on a eu l'impression que l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou l'Italie se développaient, que donc il n'y avait pas de mécanisme. Et alors, une question aussi sur des pays comme la Corée du Sud et Taïwan, qui là aussi ont semblé montrer, parce que vous avez dit, le dernier exemple, c'est le Japon. Mais est-ce que la Corée du Sud et Taïwan, ça ne montre pas que... Mais alors dans ces pays, il y a eu, on l'oublie souvent, une réforme agraire assez égalitaire, si je ne me trompe pas. Et donc là, ça pourrait montrer que ce n'est pas la dépossession de la paysannerie, mais au contraire, en tout cas dans un premier temps, une paysannerie du coup relativement aisée puisqu'elle reste propriétaire, qui crée un marché intérieur pour le capitalisme et qui permet à un capitalisme de se développer. Et n'est-ce pas ce qui s'était un peu passé aux États-Unis avec cet Ouest où s'était créée quand même cette classe dans un premier temps de petits propriétaires qui certes a disparu dans un deuxième temps mais qui n'a-t-elle pas permis de lancer le mécanisme? Bon, sur la question de la périphérie, moi, j'ai toujours été d'avis que ce qui est beaucoup plus important, c'est pas tellement le pillage, la quantité de richesses transférées de la périphérie au centre, mais c'est les mutations dans la structure sociale de la périphérie qui jouent un rôle d'obstacle extrêmement important par la suite à l'accumulation capitaliste dans la périphérie. Parce que des ressources d'accumulation primitive, il en est resté, et il en est resté considérablement, et elle continue à être constamment exploitée et transférée, en partie stérilisée sur place par des grandes fortunes de capitalistes de la périphérie, stérilisées ou pas, mais souvent stérilisées, dépenses somptuaires, etc., ou envoyées en Suisse pour
fructifié par des opérations financières, donc, mais stérilisées du point de vue du pays dont elles ont été extraites. Mais ce qui est le plus important, c'est les transformations de la structure sociale. Et ces transformations, elles sont très anciennes. Elles commencent avec les économies de la période mercantiliste, pré-capitaliste, avec colonisation. Et la colonisation de l'Algérie, elle est quand même relativement précoce. La France n'est pas très industrielle quand elle commence la colonisation de l'Algérie. Donc, je suis absolument certain que la colonisation de l'Algérie, l'accumulation primitive réalisée aux dépens des populations de l'Algérie ont permis, d'une part, d'alimenter la France par un transfert de richesse nette très important. La France a joué un rôle intermédiaire entre l'Angleterre, d'une part, l'Allemagne et les États-Unis, d'autre part. Elle était moins protectionniste que l'Allemagne et les États-Unis, et c'est aussi parce qu'elle avait un empire colonial qui finançait en partie ses déficits industriels que le système a pu continuer à fonctionner, parce que la France aurait pu aussi relever ses tarifs douaniers et avoir une politique industrielle plus offensive à l'exemple de l'Allemagne. Donc, en partie, l'exploitation de l'accumulation par dépossession au détriment de l'Algérie ou de l'Indochine plus tard joue un rôle important dans l'économie, dans l'équilibre du capitalisme en France, et d'autre part, il modifie durablement la structure sociale de l'Algérie en faveur de classes rentières, d'un capitalisme rentier qui pèse forcément de tout son poids au moment de l'indépendance. Alors là, ça dépend du type de révolution qui ont conduit à l'indépendance dans les pays de la périphérie, de la profondeur des réformes agraires engagées, etc., etc. Donc ça, on entre dans l'analyse de la révolution coloniale, de son degré d'inachèvement, du néocolonialisme, chose que vous connaissez par ailleurs. Maintenant, sur la diffusion du capitalisme vers la périphérie, il faut jamais être absolu. Évidemment, le cas de Taïwan et de la Corée du Sud ont été invoqués fortement par les optimistes dans la période, surtout à la fin des Trente Glorieuses, ou même au-delà, où on montrait qu'il y avait des pays vertueux qui pouvaient effectivement rattraper le capitalisme central, et que cette idée du centre et de la périphérie comme étant condamnée à une augmentation des écarts était fausse. Alors peut-être que ça a joué dans une partie du discrédit de l'école de la dépendance. Moi, je pense que l'école de la dépendance a apporté beaucoup de choses intéressantes et utiles. Je pense que beaucoup de choses... Bon, il y a des erreurs, il y a des problèmes dans les théories de l'école de la dépendance, mais beaucoup de choses, beaucoup d'arguments qui lui ont été opposés étaient des arguments superficiels. En partie, tout ça doit être repris et discuté, mais c'est possible qu'effectivement la réussite de la Corée du Sud, la réussite de Taïwan, qui est liée, vous avez raison, à une réforme agraire beaucoup plus importante qu'ailleurs, à une aide massive des États-Unis également, à une taille qui leur permettait d'accumuler par l'exportation de produits, de biens industriels, en montant l'échelle de la complexité. Mais c'est des économies d'une taille pas comparable à l'économie de la Chine, qui ont réussi une percée industrielle importante, significative. Mais c'est plutôt l'exception que la règle, vous l'accorderez. D'autre part, ce qui a, et on le trouve dans Harvey, ce qui a fait triompher quand même le pessimisme sur ces processus, c'est le sort de l'Indonésie, qui était promise à devenir un prochain candidat au développement triomphal
dans la région asiatique. Et à partir de la crise de 97, la crise asiatique, il y a eu un effondrement très très important de l'économie indonésienne. Et d'ailleurs, assez curieusement d'ailleurs par rapport à ces concepts, Harvey dit oui, l'Indonésie, ça a été de l'accumulation primitive dans les années 80-90, parce qu'on pouvait penser que ça allait déboucher sur une accumulation capitaliste, mais le phénomène de 97, la crise asiatique, ça a révélé qu'il s'agissait en fait d'accumulation par dépossession. Donc quelque part, tout à coup, il oppose. C'est comme si l'accumulation primitive, c'était celle qui devait absolument aboutir à l'accumulation capitaliste. Dans la mesure où elle n'aboutit pas, ça devient de l'accumulation par dépossession. Ça, c'est de nouveau une petite nuance qu'il n'annonce pas sur le plan théorique, qui vous introduit à un moment donné de son raisonnement, qui mériterait discussion. Parce qu'une grande partie de l'accumulation primitive ne débouche pas, dans l'optique de Marx, sur l'accumulation capitaliste. Une partie de l'accumulation primitive va être dépensée en dépenses somptuaires, va être stérilisée du point de vue de l'accumulation capitaliste. Il suffit qu'une partie de l'accumulation primitive contribue à l'accumulation capitaliste pour qu'elle ait tout son sens historique. Donc voilà, je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a plutôt, disons, une augmentation des écarts de développement qui va relancer la discussion qui relance d'ailleurs la discussion sur la question du centre et de la périphérie de l'économie internationale, avec éclairé plus par l'expérience de l'impérialisme que par l'expérience du capitalisme de libre concurrence, quoiqu'à mon avis, il faudra utiliser les deux, parce que la canonnière, elle est assez parlante aujourd'hui. C'est pas forcément la colonisation directe, mais la canonnière est assez parlante également. Toutes ces opérations, disons, qui sont justifiées par la défense des droits humains, qui aujourd'hui s'accélèrent, notamment en Afrique, sont... Alors, je dis pas, ne m'entendez, il faut pas mal m'entendre. Je ne fais pas un plaidoyer en faveur de Kadhafi ou de cet horrible personnage qui s'appelle Kony en Ouganda et qui faisait des armées d'enfants, etc. Mais vous voyez que de la même manière qu'on intervient en Libye pour sauver les populations menacées d'un génocide, de Benghazi, etc. Vous connaissez l'histoire, elle est très française d'ailleurs. En même temps, aujourd'hui, les Américains font un buzz sur cette nécessité d'intervenir contre ce monstre qui vit en Ouganda, qui organise une armée avec des enfants, d'une cruauté exceptionnelle, etc. Donc, et tout ça, c'est derrière, c'est AFRICOM et la présence dans la région des Grands Lacs, les réserves importantes de pétrole du lac Albert, etc., etc. Tout ça, ça devra être une fois travaillé sérieusement. Alors, il ne faut pas réagir en disant il n'y a pas des problèmes de violence, de barbarie, de régime inacceptable, mais les opérations humanitaires qui sont aujourd'hui téléguidées sont très liées à une nouvelle course aux intérêts en Afrique. Je voulais vous poser une question sur la thématique des nouvelles enclosures, pour revenir à la question de la dépossession. L'utilisation de la thématique des nouvelles enclosures sur le terrain de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et de ce que vous en pensiez, puisque bon, ça paraît intéressant d'analyser de cette façon-là aussi à la fois les mesures de privatisation directe des systèmes éducatifs, les dépôts de brevets systématiques donc, qui tendent à privatiser ce qu'on peut considérer comme un bien commun, à savoir le savoir élaboré collectivement. Je pense aussi à ce qui se passe du côté du logiciel, l'industrie du logiciel qui arrive à s'emparer de façon brutale du travail bénévole qui est fait sur le logiciel libre, open source. Et est-ce qu'on peut, de ce point de vue-là, parler aussi d'un type d'enclosure nouveau qui aurait des enjeux? Alors c'est ça ma question, est-ce qu'on peut parler de ces nouvelles enclosures en pensant qu'elles ont aussi des enjeux économiques et sociaux de grande dimension? Il me semble que l'avantage de cette approche, c'est effectivement de pointer du doigt des formes renouvelées de dépossession qui touchent y compris des individus et la formation des individus. Et de l'autre côté, il me semble que le défaut de ces analyses, c'est parfois, pour certaines d'entre elles en tout cas, de minorer ce qui est la dépossession sur le terrain de la production matérielle.
et d'insister parfois de façon exagérée sur le rôle de la connaissance et de l'économie de la connaissance dans le capitalisme contemporain. Voilà, je voulais votre avis là-dessus. Bon, c'est un sujet en tant que tel, hein, donc c'est un sujet en tant que tel immense et compliqué. Je pense effectivement que c'est légitime en tout cas de poser comme grille d'analyse que la privatisation de connaissances qui sont des connaissances socialement construites et qui ont des origines souvent anciennes. Le cas le plus évident, c'est les connaissances médicales des sociétés traditionnelles ou les connaissances pharmacologiques des sociétés traditionnelles qui sont brevetées et qui deviennent, de ce point de vue-là, monopole de grandes firmes capitalistes. Mais on peut l'étendre. J'ai parlé des musiques populaires, j'ai parlé de... Donc, toute connaissance est le fruit d'une construction collective, le fruit de transfert de savoir, est socialement construite. Le fait de la privatiser et de chercher à accumuler des capitaux sur la base de cette privatisation est une opération de captation de quelque chose de commun. Donc l'analogie avec ce que les anglo-saxons appellent les commons, de ce qui est du domaine commun, dès lors que vous privatisez, que vous enfermez, que vous réservez l'usage de manière exclusive de quelque chose qui était précédemment du domaine commun, je trouve qu'il y a une dynamique qui peut être approchée des enclosures dans le monde rural britannique du XVIe au XVIIIe siècle. Disons, moi ça me dérange pas et je vois pas que de ce fait-là, on doive minorer l'accumulation du capital par l'accumulation de la plus-value dans la production matérielle. Ouais. Merci. Cette fois-ci, nous allons chaleureusement applaudir et remercier